Et je vois que notre prochaine personne nous a rejoint. Je vais juste enlever certaines de ces choses de mon écran. Euh, et j'aimerais bien remercier Valérie. Et à nouveau, je m'excuse que certains de nos participantes ont eu des difficultés vraiment avec l'audio et à t'entendre. Mais j'espère qu'on a quand même fait passer le message qu'on souhaitait. Et vraiment, je vous encourage, si vous êtes intéressés et eux, cela est payé par Kidney Cancer Canada. C'est disponible sur notre site internet. Voilà, vous allez sur la bannière et vous pouvez juste cliquer rejoindre. Et il s'agit d'un projet pilote. Il est donc il est en évaluation médicale aussi en même temps. Il pourrait y avoir un sondage ou deux que vous aurez besoin de remplir pour pouvoir redonner des informations, redonner des retours, pour pouvoir mettre tout ça dans de la recherche. Mais si c'est très drôle, c'est vraiment sympa, c'est différent, ça je peux le dire, c'est différent, mais vraiment nutrition, cuisine, c'est excellent. Ils offrent des exercices gradués si quelqu'un n'est pas vraiment capable ou de faire des exercices difficiles, que ce soit dans l'activité physique où ils font du facile, du médium et du un peu plus dur. Voilà, si vous avez besoin d'un ami ou d'un compagnon dans tout ça, si vous n'avez personne à qui parler par rapport à votre cancer rénal, puisque tout le monde ne veut pas en parler avec des membres de la famille parfois ou avec des amis. Voilà, et donc là, ils vous feront correspondre avec un patient buddy, un ami patient, et vous pourrez donc vous appeler une fois par semaine. Et voilà, si vous pensez que vous pourriez rentrer, voilà, si vous vous rendez compte que ce n'est pas pour vous que vous rejoignez, vous pouvez toujours vous retirer, bien sûr, il y a la liberté de choix, mais si vous sentez que vous pourriez être intéressé, vraiment, je vous encourage à rejoindre et découvrir un peu ce que c'est. Et je pense que vous allez découvrir que c'est très, très fun, très, très drôle. Donc maintenant, j'aimerais qu'on continue à avancer dans notre ordre du jour et que nous souhaitions la bienvenue à Kate et Jobin. Je crois qu'il arrive. Tu es à l'extérieur, ça a l'air vraiment beau. J'aimerais bien que voilà, j'aimerais bien que ce soit ce à quoi ressemble mon extérieur. Il neige beaucoup ici, en effet. Ça donne une idée de Noël, une envie de Noël. Ce qui nous motive en tout cas, de commencer à acheter nos cadeaux de Noël, mais on n'y est pas encore. Non, non. Mais je pense que je devrais commencer à préparer malgré tout. Alors, je vais faire une petite présentation si ça te va, Kaiden, pour que les personnes sachent qui tu es. Et je vais ajouter un petit peu d'informations là-dessus. Caden est un étudiant de la médecine à l'école de médecine de Cumming, Calgary. Il a fait un master en neurosciences auparavant. Son intérêt, c'est aider à développer des ressources qui, d'après son expérience, euh, permettent donc une rééducation pour les procédures de néphrectomie. Il a vu un manque de ressources sur les processus auprès de patients. Caden, donc, Jobin a pris le rôle de développer une ressource pour éduquer sur donc les masses, pour les masses donc rénales. Nous avons mis en place donc un très beau pamphlet. Je suis très contente de le publier. Il est prêt à être imprimé maintenant. Et je vais te laisser en parler peut-être un petit peu plus sur la recherche qu'il y a derrière tout ça, si c'est OK pour toi. Parce que tu es également, tu fais un projet de recherche ou un projet pilote? Alors, je vais te laisser parler en tout cas un petit peu plus de ça et à toi. Merci, Kaiden. Eh bien, merci beaucoup pour la petite introduction, Christine. Bonjour à tout le monde. Merci de m'inviter ici. On a de très très belles présentations aujourd'hui. Alors oui, en fait, nous avons mis en place une ressource d'évaluation donc pour les procédures de néphrectomie, qui est en fait l'intervention principale pour le cancer du rein. On se concentre principalement sur aider à éduquer les personnes qui traversent cela. On l'a fait avec Dr Godo, qui est un des urologues ici euh, dans le service d'urologie. Vous verrez son nom un peu partout dans la diapo. Premièrement, je voudrais commencer avec la prévalence et les résultats du cancer du rein en général. Donc, le cancer du rein, c'est la 10e tumeur maligne la plus diagnostiquée au Canada, avec 8100 cas par an. Donc, c'est assez important hein, sur la population du Canada. L'incidence a augmenté au cours des dernières décennies. Généralement, on dit que c'est multifactoriel. Une des raisons pour cela, c'est que maintenant, presque tous ceux qui vont
dans les urgences reçoit des imageries, que ce soit un scan ou une échographie, et donc on en découvre plus de cas. Mais il y a d'autres raisons également pour lesquelles on n'est pas sûr qu'on ait une incidence aussi grande, parce qu'il y a les jeunes, il y a des théories, mais pas de réponse solide sur pourquoi est-ce que ça se produit autant. Alors, si détecté tôt, à l'étape stade 1 ou 2, il peut être souvent traité chirurgicalement et ça se traduit par un taux de survie à 5 ans de 85%. Généralement, dans de tels stades, on enlève le cancer avec une chirurgie. Généralement, il y a un besoin d'une thérapie additionnelle par la suite, mais généralement, ils ont un assez bon résultat lorsque c'est détecté tôt à travers une chirurgie. Et dans le cas contraire, si on laisse les choses progresser, le cancer du rein présente un taux de mortalité à 5 ans élevé de 35% en moyenne pour tous les stades de la maladie. Ça, c'est donc, on prend ces cas également de stade 1 et 2. Si vous avez 15%, dans le cas du stade 1 et 2, eh bien, il y en a beaucoup plus dans les stades 1 et 3. En termes de normes de soins actuelles pour les masses rénales, il y a beaucoup d'approches pour gérer donc ces masses rénales. Ça dépend principalement du stade, de la taille. Je suis sûre que vous en avez entendu parler déjà dans les différentes interventions précédentes. On va aller un peu plus en profondeur. J'aimerais voir un peu les différentes thérapies qui existent. Premièrement, pour des masses locales de moins de 4 cm, on peut envisager généralement une surveillance ou une thérapie ablative. C'est là où donc ils vont prendre une aiguille et mettre en place donc soit de la chaleur ou du froid pour tuer les cellules cancéreuses. Pour les masses plus petites, donc il y a à peu près une chance de 40%, comme quoi ils vont être bénis pour être bénignes. Donc il y a voilà une urgence moindre sur le traitement, même si la chirurgie est compliquée. Si par exemple le patient n'a aucune autre maladie qui rendrait l'anesthésie problématique, eh bien c'est une option à la chirurgie pour ces types de masses. Si on a une masse plus de 4 cm, le traitement définitif est généralement la chirurgie. Donc la néphrectomie, ça peut être faite avec une néphrectomie partielle ou totale. Donc partielle, une partie de la masse et du tissu sain est ôtée afin de créer une marge claire. Et la néphrectomie totale, c'est là où le rein entier est ôté. La raison pour laquelle on le fait en partiel ou total, ça dépend vraiment euh, voilà, du chirurgien et de la taille de la masse, mais généralement, il est mieux d'avoir une néphrectomie partielle parce que nous voulons préserver la fonction du rein. Si vous la perdez, ça impacte vraiment la capacité de votre corps de filtrer les toxines et gérer également la quantité d'eau de votre corps et peut rendre votre cœur un peu... ça peut être plus dur pour votre cœur donc de fonctionner s'il ne peut pas gérer l'eau que votre corps produit également. Donc c'est une option meilleure en tout cas d'avoir une néphrectomie partielle, mais bien sûr, c'est pas toujours possible. Alors, lorsqu'on rentre dans le cas de la maladie métastasique aux poumons, foie ou os, la chirurgie n'est généralement pas conseillée, mais est-ce que même si euh, la masse du rein est ôtée, les autres masses tendent à grandir et à s'étendre. Donc, généralement, dans ces cas, on envisage des thérapies systémiques, hein, comme l'immunothérapie ou les thérapies ciblées, comme vous pouvez voir à droite de la diapo. Ce sont généralement les thérapies ciblées pour les différentes molécules des récepteurs. La radiation et la chimiothérapie ont un rôle moins présent dans le cancer du rein. Les gens généralement assument que si on a un cancer du rein, et bien automatiquement on va avoir une chimiothérapie ou une radiation, mais c'est pas si commun que ça. Euh, donc juste pour noter cela, mais généralement le traitement curatif primaire, c'est la néphrectomie. Et donc il est important pour les patients de comprendre, particulièrement lorsqu'ils arrivent avec les maladies aux étapes, aux stades les plus précoces, hein, de ce que veut dire la néphrectomie, et s'assurer ainsi qu'ils soient conscients des risques et des bénéfices de cette procédure. Et s'assurer également que les patients sont conscients des différentes options qui leur sont possibles, parce que bien sûr, comme vous le savez, il y a d'autres options disponibles autres que la néphrectomie. Bien sûr, il y a des difficultés de compréhension des procédures, sur la communication de tous les détails des procédures, particulièrement dans le vrai monde, hein, la vraie vie.
Les médecins peuvent avoir quelqu'un qui ou un étudiant de médecine qui voit les patients et ça peut être compliqué d'expliquer la procédure. Pour eux, ça peut être intuitif, par exemple, mais ce n'est pas intuitif forcément pour les patients. Et cela démontre souvent que particulièrement dans le soin auprès des patients qui vont être opérés, parfois c'est pauvre, ils comprennent mal les procédures. Et même s'il y a un consentement éclairé qui est utilisé, où les risques et les bénéfices sont expliqués, les patients généralement disent qu'ils ne comprennent pas forcément tous les risques. Cela augmente bien sûr le stress lié aux procédures. Et, et donc diminue diminue donc parfois en tout cas ça augmente le stress et ça diminue la satisfaction face à ces procédures. Il y a une augmentation de complications post-opératoires par 11%. Donc ce n'est pas juste du fait on est préoccupé par le patient qui n'est pas satisfait par les résultats, mais ça se traduit également dans des résultats tangibles. Euh, donc il est vraiment important, hein, d'avoir ce niveau de communication assez clair et que les patients fassent partie de ce processus de prise de décision. Il a été démontré également que si nous pouvons donner des ressources éducatives autour de la procédure, cela augmente la satisfaction post-opératoire également. Donc ce n'est pas, il n'y a pas eu de preuves comme quoi si on a des ressources éducatives, ça rend les choses mieux. Mais en tout cas, on le voit. Il faut également que les patients puissent se souvenir. Le souvenir du patient peut être médiocre, même lorsque les détails nécessaires sont communiqués. Verbalement, il est parfois compliqué de se souvenir, particulièrement avec le stress d'avoir ce diagnostic du cancer. Donc, d'anciennes études dans d'autres domaines de soins chirurgicaux ont montré que le souvenir du patient de discussion, c'est à peu près 25%. C'est assez bas. Et à nouveau, c'est même lorsque les informations ont été communiquées de manière standardisée pour tous les patients. Je pense donc qu'il est important de noter que la satisfaction des patients est liée à la mémorisation, parce que si un patient ne se souvient pas la description des risques et des bénéfices et qu'ils ont un risque ou un effet secondaire d'une procédure, euh, je ne serais pas très heureux, voilà, si j'avais des effets secondaires que je ne savais pas qui pourraient se produire. Et je pense que la plupart des patients ne le seraient pas. Donc, il n'est pas important que les patients ne comprennent tous les détails forcément d'une procédure, mais il est vraiment important qu'ils comprennent au moins pourquoi est-ce que la procédure est effectuée et quel est le risque. Euh, je pense que voilà, s'ils peuvent se souvenir certains éléments à la fin. J'ai entendu des gens me dire oui, j'ai eu ça qui s'est passé, mais je sais pas ce qui va se passer par la suite ou après ce qui va se passer. Donc je pense qu'il est important d'intégrer cela. Euh, il y a également différentes solutions qui existent, des recherches qui existent, des choses, parmi les choses qui existent, c'est les programmes interactifs numériques. Par exemple, vous vous connectez, vous faites des modules ou des vidéos. Il y a également des guides éducatifs papier ou numériques et les guides de conversation qui sont donc une intervention pour les médecins. Donc voilà, pour essayer de guider un peu leur conversation et s'assurer qu'ils représentent les différents standards auprès des différents patients. Il y a différentes options qui existent et les plus faisables généralement, c'est ces guides éducatifs papier parce qu'ils ne demandent pas aux patients de connaître, voilà, d'utiliser l'ordinateur à travers des modules qui peuvent être compliqués. Et donc, ils permettent à la conversation, voilà, d'être assez standard. Euh, parce que je pense que peu de personnes veulent avoir cela. Ils veulent vraiment avoir une conversation personnalisée et pas une qui serait voilà euh, pour tout le monde. Donc voilà, c'est la direction qu'on a choisi de prendre pour cette ressource éducative. Euh, nous pensons que ces guides éducatifs semblaient la meilleure des options. Alors, ce cancer du rein Canada a déjà des ressources éducatives sur la néphrectomie et voilà, ont pas mal d'informations déjà par rapport à cette éducation. Et vous pouvez voir certains qui sont ici listés, mais la plupart, en tout cas, sont des aides à la décision.
Donc, aider des patients à décider si oui ou non ils veulent avoir la chirurgie, s'ils veulent voir avoir donc une néphrectomie totale ou partielle. Euh, et malheureusement, une des lignes principales sur ces lignes, c'est ça ne pourrait ne pas être pour vous si vous avez tel ou tel problème. Je pense que c'est logique de le faire parce que pour certains patients, euh, parfois, ce n'est pas approprié. Par exemple, si vous avez une masse plus importante, qui était très compliquée et qu'il n'y avait aucun moyen pour, pour le chirurgien de faire une néphrectomie partielle, eh bien, ce n'est pas vraiment utile de lire l'aide, voilà, le document sur est-ce qu'il faut avoir une néphrectomie partielle ou totale, puisque vous savez que vous en aurez une totale. Mais nous voulons nous s'assurer que si nous mettons une ressource éducative disponible aux patients, que ce soit, voilà, que ce soit une qui soit vraiment complète. Donc je pense que c'était assez important. Il y en a une également qui n'est pas sur la prise de décision, mais ça ne parle pas vraiment de spécifique de la chirurgie, des risques et des bénéfices et des retours. Donc de ce que j'ai entendu, c'est que les patients en tout cas veulent euh, les spécifiques, les éléments spécifiques de ce qu'ils vont avoir. Parlez à votre chirurgien en tout cas si vous avez des questions sur le risque de la chirurgie. Le cœur de cela vient de mon expérience euh, en 2022. Comme Christy l'a mentionné, ma copine de l'époque et maintenant ma femme a eu une masse rénale. Elle a été référée à son urologue et ils ont eu beaucoup de discussions sur quel était le plan. Alors malheureusement, sa masse était assez grande et elle a eu une néphrectomie totale. Alors, ses parents et elle ont reçu l'explication sur la procédure et je n'étais pas là à ce moment-là. Ils m'ont parlé par la suite. Euh, et bien sûr, ayant un historique professionnel médical, j'ai été intéressée par ce qui avait été dit et quel était le plan. Et ils m'ont expliqué qu'apparemment, le chirurgien allait couper autour du rein et laisser le rein. Ça me semblait un peu bizarre. Mais j'ai fait avec parce que qui suis-je pour mettre au défi ce que le chirurgien leur a dit? Peut-être que le chirurgien a mal expliqué ou peut-être qu'il se rappelle mal. On ne sait pas encore jusqu'à aujourd'hui. Mais je me souviens en tout cas que lorsqu'elle elle était sur le point la veille de l'intervention, c'est là qu'elle a appris qu'elle allait perdre un rein. Voilà, c'est un grand facteur en tout cas pour avoir créé cette ressource parce qu'on a à nouveau ces différents guides et aides euh, pour savoir. Mais c'est pas forcément adapté aux personnes qui ne savent pas quelle est voilà où ils pensent qu'ils ne savent pas quelle intervention ils vont avoir au point ils pensent en avoir une autre totalement différente. C'était très voilà à ce moment-là c'était assez effrayant pour elle et sa famille. Et c'est le dernier moment, voilà, on veut pas apprendre la veille pour le lendemain de quelle est la procédure vraiment qu'on va avoir. Basé sur cela, j'ai été en partenariat avec un chirurgien et nous avons travaillé un petit peu, il travaille en neurologie. Et nous sommes assis et nous avons essayé de créer un guide. On a rapidement compris qu'il nous fallait beaucoup de retours de patients. On ne pouvait pas juste, en tant que deux professionnels médicaux, mettre en place un guide. C'est pour ça qu'on a contacté Christine de Cancer du Rhin Canada. On a eu un très beau retour sur comment est-ce qu'on pouvait rendre cette ressource plus adaptée et accessible aux patients. Alors rapidement, je vais présenter les ressources en termes de ce qui est disponible. Et bien sûr, à la fin, si vous avez d'autres questions ou préoccupations, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui change et qui s'adapte en tout cas au fur et à mesure. Et comme j'en parlais avec Christine déjà au début, c'est quelque chose que nous mettrons à jour, bien sûr, année après année à la fois alors que le côté médical va changer et alors que nous avons plus de retours euh, des patients. Par rapport à la conception des ressources, ça doit couvrir la fonction et l'emplacement des reins. Et je pense que c'est vraiment important parce que cela aide à construire une compréhension des complications qui peuvent se produire. Je pense que lorsque les patients ici apprennent donc que leurs intestins peuvent être endommagés dans la chirurgie ou leur foie, etc. Ça peut être un peu confus si on ne comprend pas l'anatomie et comme quoi les reins sont derrière cette structure. Et donc pour arriver au rein, il faut déplacer ces structures et c'est là
où on a ce risque, tous ces risques qui arrivent. Additionnellement, je pense que il est important d'avoir un contexte pour la chirurgie afin de comprendre la procédure, parce qu'on sait que les reins équilibrent l'eau du corps, et si on a trop d'eau, je pense que la plupart des gens connaissent quelqu'un qui ont des problèmes de cœur. Euh, je pense que ça peut commencer à se produire si nous n'avons pas cet équilibre d'eau. Ce n'est pas très bon pour le corps, donc ça commence à créer des problèmes sur pourquoi est-ce que nous voulons suivre la fonction rénale et pourquoi est-ce que nous voulons la maintenir autant que possible lorsque nous faisons ces procédures. Alors, bien sûr, ne me comprenez pas mal, hein, la plupart des personnes qui ont une néphrectomie ont une assez bonne fonction rénale, même si ils ont une néphrectomie totale. Et je pense qu'il est important voilà, de comprendre assez tôt ce qu'il y a. Il est également, on en parle ensuite des différents types de masse rénale, c'est-à-dire kystique ou solide. Kystique, c'est rempli de fluide. Ça peut être assez compliqué de comprendre quand ou pourquoi certains kystes sont bénins ou pourquoi certains sont plus problématiques. Il y a un tableau ici qui décrit un petit peu donc voilà c'est donc le score de Bosnian et qui explique donc voilà les risques des différents types de masse selon le score et ça vous permet de comprendre pourquoi euh, un kyste pourrait être gardé et l'autre devrait être ôté chirurgicalement. On parle également des masses solides et pourquoi est-ce qu'il est généralement plus sécurisé d'assumer que toute cette masse est cancéreuse et donc d'ôter cela. On en parle un petit peu et même si elles sont des masses bénignes hein, qui sont solides, généralement elles sont traitées comme étant malignes sauf si voilà tant que c'est pas prouvé autrement. Également, on parle un petit peu des différents risques de facteurs de malignité rénale. Je pense que une des questions communes, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui a conduit au fait que j'ai développé un cancer du rein? On parle des facteurs de risque, même si dans beaucoup de cas, il est impossible, bien sûr, de savoir si ces facteurs de risque ont conduit ou non à la malignité. Je pense qu'il est important d'en parler et également de donner un peu des idées voilà ce qu'il y a comme facteur de risque sur la tension artérielle élevée et le fait de fumer. On parle également des différentes options de traitement. Donc non seulement la néphrectomie, mais également il y a des options comme la thérapie donc d'ablation dont j'ai parlé également. euh, le fait d'utiliser la surveillance et ces différents éléments. Également des thérapies systémiques qui sont disponibles. Si quelqu'un ne veut pas la chirurgie, mais veut recevoir plutôt une thérapie systémique pour prolonger sa vie. Ici, donc, on voit la néphrectomie partielle, donc des bases sur la procédure. Vous pouvez voir donc ici le graphique. Voilà, on voit qu'une partie du rein est retirée, enlevée, que les tissus sains restent, mais on crée aussi une marge autour de la masse et le reste du rein est donc recousu. Et cela permet en réalité ça lui permet de se soigner, de se rétablir lui-même. Mais il est aussi question de certains des risques chirurgicaux qui sont spécifiques à la néphrectomie partielle. Donc souvent, un d'entre eux, c'est même si pas toujours décrit par les physiciens ou pas souvenu par le patient, c'est qu'on peut parfois, il y a un très bas risque de se passer, mais on peut avoir des problèmes de rétablissement sur le rein et il peut y avoir des jours supplémentaires à l'hôpital. Ça peut être assez difficile pour les patients. Le rétablissement peut être assez compliqué ou long. Et les patients indiquent que ce n'avait pas été décrit avant l'opération ou alors qu'en tout cas, ils ne se souvenaient pas qu'on les avait prévenus comme un risque potentiel euh, sur la néphrectomie partielle. Et ensuite, voilà, il est question aussi de où est-ce que les incisions vont peut-être être faites pour la néphrectomie partielle. Et aussi, on parle de certaines des raisons d'avoir une néphrectomie partielle plutôt qu'une néphrectomie radicale. Et ensuite, donc, on voit ici la néphrectomie radicale ou intégrale. Donc, on voit le graphique exactement de ce qui se passe, de ce qu'on fait, où donc le rein entier est enlevé, retiré, où les veines sont clampées, sont attachées, comme l'urètre. Et la masse est enlevée avec donc le rein. Euh, et s'il est question ici de pourquoi est-ce que votre chirurgien va choisir la néphrectomie radicale plutôt prioriser cela. Par exemple, si la masse est vraiment ici dans l'ilum, dans le zone du rein où l'urètre, les veines et les artères arrivent réellement, ça peut être très difficile d'enlever la masse et juste de couper juste la tumeur, la masse, sans endommager l'artère, la veine. Et donc, parfois,
directement, cela peut être une meilleure idée de faire la néphrectomie radicale, d'y procéder, parce qu'il y a moins de risque d'hémorragie chez le patient, puisqu'on sait exactement ce qu'on fait depuis l'extérieur, en fait. Euh, et ensuite, il est question aussi de certains des désavantages en termes de fonction rénale, voilà, que j'ai souligné dans certaines autres diapositives. Ici, on revoit vraiment les risques généraux pour ces deux procédures, vraiment le besoin d'une transfusion, les possibilités d'infection, de blessures, etc., dans les organes internes. Et voilà, il est question ici des risques et de l'occurrence ou la fréquence et des procédures, comment est-ce qu'il pourrait se passer. Voilà, ça donne vraiment une compréhension sur pourquoi ceci pourrait vous arriver pendant l'opération, ou ceci ou cela. Euh, Ensuite, il est question ici la ressource rentre dans la discussion sur les attentes après l'opération. Encore une fois, ce morceau-là où je pense que j'ai pas, on a parlé beaucoup de patients qui disent oui, j'ai eu l'opération, mais après, je n'ai pas vraiment eu de planification de suivi de la part de l'équipe médicale. Et donc là, il est question vraiment ici de, OK, à quoi est-ce que pourrait ressembler ce suivi? Déjà, le séjour hospitalier. Et voilà, si vous allez peut-être donc vous réveiller avec un cathéter. Ça peut être assez inconfortable pour les patients ou créer de la détresse. Le fait de rester à l'hôpital parfois jusqu'à 3 jours. Euh, Avec même une opération un peu invasive, ou même 3 à 5 jours si vous avez vraiment une opération ouverte. Et donc, il peut y avoir un certain temps avant de revenir chez soi et ensuite vraiment 4 à 6 semaines pour avoir une activité totale, normale, et aussi la fonction rénale. Donc, il y a beaucoup de descriptions là-dessus. C'est vrai qu'il y a une histoire pour un patient où ils sont arrivés aux urgences après avoir subi cette opération, donc une néphrectomie radicale, et le docteur aux urgences leur a dit, vous avez une blessure du rein. Donc, quand la fonction rénale baisse, c'est le terme qui est utilisé, c'est ce qu'on appelle une blessure rénale. Mais en réalité, le patient pensait qu'il s'agissait de leur rein sain, de l'autre rein. Et donc, voilà, parfois, en termes de terminologie, de langage qui est utilisé, il faut faire des explications. Donc, c'est ce qui est fait ici aussi. Il est aussi question par rapport aux soins de suivi et au cas où, par exemple, cette tumeur serait maligne. Voilà, on rentre ici encore dans des choses très particulières. Quel est le soin particulier qui se met au niveau des recommandations de traitement, des recommandations d'imagerie médicale, selon le stade de votre cancer rénal. Donc, cela peut aider à guider quand devrais-je m'attendre à avoir besoin d'un scanner, quand devrais-je m'attendre à devoir revenir mon urologue, etc. Toutes ces intervalles, toutes ces fréquences sont listés ici. Je crois que ce tableau ici peut être un peu dépassant. Il peut vraiment dépasser certains patients, certaines patientes. Parfois, les ressources peuvent être prises ou laissées, hein, mais on devrait vraiment inclure les patients qui veulent avoir ces informations pour essayer de planifier à l'avance et d'avoir quelques idées à quoi leurs soins vont ressembler par la suite. Et donc, tout est là. Et ensuite, dernièrement, voilà, on couvre ici un peu les stades, ou comment on décrit les stades. Je crois que le stade de chaque cancer et comment définir des stades, c'est très complexe. Donc, on essaie de ne pas rentrer vraiment dans tous les petits détails et le côté médical. Il faut quand même une certaine formation. Même moi, en tant qu'étudiant, ancien étudiant médical, je ne suis pas sûr toujours pour tous les stades de cancer. Cela peut être des choses vraiment très complexes, mais cela donne vraiment un aperçu général de ce que et quoi, comment est-ce qu'on définit donc ces stades. Euh, et donc, qu'est-ce que c'est qu'un stade 3 contre un stade 4? Quelles pourraient être les différences, etc. Et il y a des ressources, voilà, c'est principalement d'expérience personnelle, à essayer de trouver ce processus justement pour aider le processus de soins pour ma femme elle-même et pour sa famille et ses aidants à elle. Et voilà, et ça a été beaucoup des ressources personnelles. Quelles sont les informations que j'ai trouvées utiles, et quelles sont les ressources qui m'ont aidé. Voilà, il s'agit, voilà, et bien sûr, ça a été revu par d'autres personnes qui font du plaidoyer pour les patients à Cancer Canada. Et donc, et pour s'assurer que tout, ils sont en accord avec ce qui est listé ici dans ce document. Et ensuite, on a l'étude associée. Donc, en plus d'avoir développé ces ressources, cette ressource, on a déterminé qu'il était important de déterminer l'efficacité de cette ressource pour les patients. Et je pense que c'est très important pour un certain nombre de raisons. C'est l'une des premières, c'est que ça motive les urologues à utiliser cette ressource. Je pense que c'est très dur que les chirurgiens qui leur fassent faire des choses qui leur prennent du temps en plus puisqu'ils sont si occupés et si débordés. Mais quand on montre que c'est réellement bénéfique pour les patients, que les patients accordent beaucoup de valeur à ce genre de choses, là, je pense que ça va augmenter la motivation, leur motivation à s'en servir avec
avec leurs patients. Ça va aussi augmenter la prise de conscience des patients et des patientes, même s'ils ne sont peut-être pas capables que les urologues s'en servent ou s'en servent systématiquement. Il y aurait quand même des bénéfices pour les patients. Et on peut, sur les sites Internet du cancer rénal, et si on montre qu'il y a des bénéfices pour les patients, cela va augmenter la prise de conscience des patients et ils pourront avoir accès à ces ressources eux-mêmes sans passer par leur chirurgien ou leur urologue. Et cela crée aussi des précédences pour des recherches futures. C'est surprenant qu'il y a très peu de ressources éducationnelles pour les patients ou les patientes ou des guides dans le monde de la recherche, en tout cas, par rapport au cancer rénal. Moi, j'étais assez surpris de voir qu'il y en avait si peu lorsque j'ai fait le travail fondation pour cette étude et pour cette ressource. Et je pense que donc pour générer de recherche dans un domaine, il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse précédente. Et je pense que ceci va créer un précédent pour cela, justement. L'étude elle-même, alors comment vous dire? Nous avons donc développé une étude avec d'autres urologues à l'Institut d'urologie. Et bien sûr, nous avons conçu donc les ressources elles-mêmes, la ressource elle-même, en même temps que Kidney Cancer Canada. Et nous avons développé un protocole pour être soumis au comité d'éthique et pour s'assurer que collectons des retours avec des sondages. Et on a eu l'approbation du comité éthique et on a recruté des patients et on a essayé de recruter des urologues, ce qui a été un petit peu plus difficile jusqu'à présent. Et en tout, nous allons évaluer l'efficacité chez les patients et chez les urologues avec des questionnaires différents, des sondages qui seront donnés donc aux urologues et aux patients pour s'assurer que les deux côtés de l'allée trouvent vraiment qu'il s'agit d'un outil plein de valeur. Donc, en termes du progrès de l'étude, nous avons commencé donc le recrutement de patients juste le mois dernier pour cette étude et le recrutement des urologues est toujours un travail en cours. Nous essayons vraiment de faire un test d'abord avec certains docteurs et ensuite de le faire passer à d'autres urologues. Nous avons pour l'instant recruté à peu près 15 patients qui ont tous fini le sondage et on en a 20 de plus qui ont exprimé un intérêt mais qui n'ont pas encore fini de répondre au sondage. Et par rapport aux urologues, nous avons donc juste le docteur Goto et le plan, donc, c'est d'en recruter d'autres et d'utiliser ces autres urologues pour que eux aussi recrutent leurs propres patients pour arriver à ce but des 150 patients que nous voulions. Et voilà, donc je voudrais juste reconnaître Kidney Cancer Canada sur le financement de ce projet et pour nous avoir connectés avec des associations de plaidoyer pour les patients et des patients et de nous donner des retours. Merci beaucoup au docteur Goto, bien sûr, et le reste de SAIU. Le docteur Goto n'a malheureusement pas pu être présent aujourd'hui, mais ils ont énormément soutenu ce projet et ils ont été instrumentaux dans l'approbation de ce projet. Et merci bien sûr à tous les patients et à tous leurs aidants et aidantes qui ont participé, qui ont donné de leur temps, et en particulier dans des moments de vie où ils font face à tellement de détresse et de difficultés. Et c'est vraiment, vraiment très utile, très aidant d'avoir tous ces retours. Et on espère que ça va améliorer les choses pour la personne suivante qui sera diagnostiquée. Voilà mes références. Et voilà, je vais prendre des questions désormais si vous en avez. Oui, alors juste avant qu'on prenne une question ou deux, Kaiden, je voulais juste te remercier à nouveau pour ton initiative et pour nous avoir contactés. Je dois dire que c'était tout Kaiden. Kaiden est l'auteur et il a pris cette initiative de créer ce document excellent. Et dès qu'on l'a revu, dès qu'on l'a relu, on l'a revu en interne, on l'a fait passer à notre comité de soutien aux patients-patientes et ils l'ont tous revu très attentivement et on a fait des allers-retours sur deux ou trois petites choses, mais c'était principalement déjà extrêmement bien écrit. On a juste changé une ou deux choses dans le vocabulaire, dans le phrasé pour que ce soit, comment dire, patient-friendly, que ce soit adapté aux patients et aux patientes. Et nous sommes très heureux de pouvoir soutenir cette recherche et, enfin, pardon, cet outil éducationnel et la recherche en cours. Et donc, nous serons très heureux d'apprendre ce que tu vas apprendre, Kaiden, d'entendre les trouvailles que vous allez faire. Et j'espère que vous pourrez partager ça avec nous. Nous avons déjà eu un commentaire de Linda et elle a trouvé que c'était une ressource exceptionnelle et elle se demandait où est-ce qu'elle sera capable de l'avoir. Donc, tout cela va vivre, va être présent. On voulait présenter ça, on voulait que Kaden soit capable de présenter lui-même sa ressource. Et donc, nous avons déjà créé un dépliant prêt à impression et il est chez l'imprimeur. Nous parlons aujourd'hui, il est chez l'imprimeur. Donc, les patientes qui en voudront une copie peuvent nous envoyer un email à info@kidneycancercanada.ca et nous pourrons envoyer nos ressources éducationnelles, toutes celles que vous nous demandez, et on les envoie gratuitement. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, quelque chose que vous voulez avoir,
envoyez-nous un email et nous serons sûrs de vous l'envoyer par la poste dès qu'on les aura, dès qu'elles seront imprimées. Et pour nos participants francophones, pour nos participantes, nos patientes, nos patients, nos aidants, nos aidantes. Elle est aussi en cours de traduction, cette ressource. Cela prend un petit peu de temps parce que nous voulons, nous voulons qu'elle soit accréditée, certifiée médicalement. Donc, cela prend un peu plus longtemps que juste une traduction classique. Et donc, sur ce point-là, je voudrais rassurer tout le monde que les informations dans ce dépliant ont été revues par des pairs, par des médecins. Donc, ce que nous fournissons, comme dans toutes nos applications, est revu médicalement. Ce sont des informations révisées médicalement pour que nous sachions que ce que nous faisons passer sont des informations correctes. Donc, si vous avez toute autre question pour Caden, s'il vous plaît, écrivez-les dans le chat ou dans le petit icône Q et A, question-réponse. Et on va poser. Moi, j'ai une question ou deux pour toi, Caden. Tout d'abord, je voulais te dire merci d'avoir parlé des partenaires de santé. Tu l'as dit, amener ses membres de la famille. Mais encore que j'ai envie de dire, si vous amenez vos membres de la famille, assurez-vous que c'est un membre de la famille qui ne va pas perdre la tête plus que vous, ou qui ne va pas, entre guillemets, péter les plombs plus que vous. Parce que ça a été un peu mon cas lorsque je suis allé, quand j'ai eu mon diagnostic initial, mon rendez-vous initial pour le diagnostic, j'ai amené ma sœur qui devait être ma partenaire de santé ou ma partenaire de soins. Et quand ils m'ont dit, écoutez, bonne nouvelle, vous avez une toute petite tumeur, mauvaise nouvelle, c'est que c'est un cancer rénal. Et elle a un peu perdu la tête. Et du coup, ni l'une ni l'autre, on a retenu ce qui nous était dit, quoi. Et parfois, on recommande, et tu as fait un commentaire là-dessus parce que tu travailles dans une clinique d'urologie, on recommande parfois que si le médecin donne la permission d'enregistrer la session, est-ce que vous avez parfois des patients qui vous demandent ça dans la clinique d'urologie? Oui, je dirais assez souvent. Euh, j'ai fait un peu d'oncologie moi aussi, et je dirais que c'est plus commun en oncologie, c'est plus souvent parce que les gens sont souvent plus avancés dans le chemin, et souvent ils savent à ce stade qu'ils ne vont pas retenir certaines informations, pas tout, et que je pense que c'est plutôt quelque chose que les patients devraient faire plus souvent d'ailleurs dans les paramètres d'urologie avant la chirurgie ou pour les rendez-vous de chirurgie. Mais c'est malheureusement, je pense, comme on est souvent dépassé par ce genre de rendez-vous, on ne sait pas ce qu'on va entendre. Et parfois, ils peuvent être un peu perdus, elles peuvent être un peu perdues. Oui, un peu perdus. C'est une manière assez jolie de le dire, hein. C'est un euphémisme, je pense. Et je pense que c'est un thème commun chez beaucoup de patients, des patientes avec qui nous travaillons, même dans les coffee chats, dans les cafés, nos discussions autour d'un café. Et vous allez au rendez-vous et vous entendez tout. Et à partir du moment où on vous donne le diagnostic, tout vous sort de la tête, vous n'entendez plus rien. Et ensuite, vous rentrez à la maison et vous allez sur Google Docteur. Voilà, on vient de vous donner le diagnostic du cancer rénal. Vous n'avez aucune idée du stade, du grade. Et vous regardez toutes les informations. Et bien sûr, très clairement, c'est un cauchemar. Vous commencez à paniquer. Et on n'a même pas besoin d'aller aussi loin. Il faut juste s'occuper de l'opération. Ensuite, on s'occupe de ce qui va arriver après, s'il se passe quelque chose après. C'est un peu ça le sujet. Et je suis heureuse que tu aies mentionné les guides d'éducation papier, parce que nous avons effectivement Kidney Cancer avait la maladie, le cancer rénal, c'était connu pour être une maladie des personnes âgées. Je suis sûr que tu as déjà entendu ça. Et ce n'est maintenant plus vraiment vrai. Et tu es familier avec ce fait-là aussi. Et on trouve de plus en plus de jeunes personnes très tôt, hein. Je ne sais pas quel âge ta femme avait quand elle a été diagnostiquée, mais moi, je parlais avec une patiente, une jeune femme de 21 ans. Et donc, et ça, on n'en avait jamais entendu parler de quelque chose comme ça, des cas comme ça. Et on essaie de comprendre pourquoi, quels sont les facteurs. Est-ce que vous voyez ça dans votre pratique, dans votre clinique? Je dirais que 21, 22, c'est toujours très jeune. Dans la vingtaine, c'est très jeune. Mais la trentaine, oui, très clairement. Et on a eu des échos de la part de beaucoup d'urologues à qui j'ai parlé sur ça, effectivement, de diagnostic à la trentaine. Oui, on a déjà entendu des cas dans la vingtaine, mais c'est vrai qu'avant, on n'en avait quasiment jamais entendu parler, à moins vraiment d'avoir un syndrome génétique particulier, quelque chose qui vous y exposait à ce risque et à cette maladie. Mais je suis heureuse que tu aies parlé de la génétique parce que c'est vrai que si vous êtes un patient ou une patiente cancer rénal qui a été diagnostiqué et que vous avez moins de 45 ans, il est très important que vous parliez avec votre urologue et ou votre oncologue par rapport au test génétique parce que cela pourrait être un gros facteur et je crois que c'est couvert, c'est remboursé aussi, il me semble, Caden.
Oui, et il faut faire une investigation, il faut enquêter là-dessus parce que cela peut être très important. J'avais une autre question par rapport à est-ce que la ressource va être en ligne? Oui. C'est un peu le même genre de réponse. On voulait que Caden soit capable de présenter sa ressource, son matériau avant, mais oui, elle sera en ligne cette semaine. Cliquez sur le site Kidney Cancer Canada et on va mettre une bannière spéciale pour que vous soyez capable d'avoir le lien directement vers la ressource plutôt que d'avoir à chercher sur le site internet. On va faire ça cette semaine. Malheureusement, comme je l'ai mentionné, la version française ne sera pas tout à fait là encore, mais dès qu'elle sera finalisée, terminée, elle sera aussi sur le site internet. C'est important que nous fassions tout en français qu'on fait en anglais, tout ce qu'on fait en anglais qu'on le fasse en français. Cela prend juste un petit peu plus de temps, effectivement. J'ai beaucoup aimé également Caden, euh, et je vais juste peut-être le rappeler à tout le monde. Ah, j'ai une autre question dans le Q&A. Ah non, c'est la même question, pardon. Euh, si si tu fais le graphique de suivi ou le tableau de suivi, et que ça, c'est très important que les patientes aient cette ressource à suivre. Parce que je dois dire que toutes les provinces, pas, ou tous les urologues dans certaines provinces suivent euh, le guide CUA et les lignes de conduite CUA. Et c'est important d'avoir ces vérifications, ces check-ups, ces sessions de suivi. Et comme je le disais aujourd'hui, c'est vrai qu'effectivement, on a des patientes qui 20 ans plus tard, ont une réapparition de la maladie. Et donc, c'est important d'avoir au moins un style de suivi, que ce soit tous les ans, tous les 2 ans, au moins avec votre médecin généraliste ou votre praticien de famille. Mais continuez à être suivi, s'il vous plaît, pour ça parce que c'est très important. J'avais une autre question. J'ai encore deux questions. Alors, attendez, donnez-moi une seconde. Caden, où est-ce que tu as dit qu'il pouvait avoir le score Bosniak? Où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, il y a un tableau dans les ressources. C'est une chose qui va... mais vous l'aurez aussi sur le site ou les lignes de conduite CUA. Voilà, les pourcentages sont là. Donc, CUA, Calgary University. Je crois que sur le site CUA, ah non, pardon, l'Association d'urologie canadienne, donc c'est leur site internet. Il y a beaucoup de jargon, ça peut être difficile à naviguer parce que c'est vraiment plutôt conçu pour les fournisseurs de soins de santé ou pour les médecins ou les professionnels. Donc, mais je suggérerais que vous alliez dans la ressource qui vient d'être présentée ici et que voilà, le tableau qui est là vraiment avec les trouvailles, avec le descriptif, il est là. Donc, sinon, si nous avions un patient ou une patiente qui était identifié pour avoir un cyste bosniaque et qu'ils essayaient de trouver quel est leur score, ce serait dans leur rapport de pathologie ou est-ce qu'ils devraient contacter l'urologue? Alors, ils devraient contacter l'urologue, mais cela viendrait de leur radiologue. La réponse viendrait de la radiologue. Le score Bosniak, c'est un score qui est assigné par le département de radiologie ou le radiologue. Donc, ils vont regarder vraiment l'imagerie médicale du cyste. La raison pour laquelle il ne s'agit pas d'un pathologue, c'est parce que quand on a un cyste, c'est du liquide. Et donc, si on fait une biopsie, ça fuit partout. Et qui sait s'il y a vraiment quelque chose de malin à l'intérieur du cyste, on pourrait juste, comment dire, le planter, l'engrainer ou le diffuser. Donc, on ne le fait pas. C'est pour ça que ça ne vient pas de la pathologie, ça vient du département de radiologie, donc de l'imagerie médicale. Mais l'urologue serait en mesure de vous le dire aussi, parce que c'est eux aussi comme ça qu'ils décident après l'échographie, après le scanner, et en se basant sur le score Bosniak que le radiologue a donné et assigné, ils vont donc décider, prendre une décision de savoir s'il faut passer à l'opération ou pas. Donc voilà, donc les étapes suivantes dépendraient de ça, de ce score Bosniak. Et donc tout le monde n'a pas accès, mais je sais que beaucoup de nos patientes, en particulier s'ils vont chez un centre de soins principaux, vous pouvez avoir MyChart, l'application MyChart, je ne sais pas comment elle s'appelle en Alberta, mais vous allez avoir vos rapports de radiologie de votre MyChart. Et donc, ça devrait être dit là-dedans. Mais pour quiconque qui a des questions, qui se questionne, contactez juste votre urologue ou le bureau de l'urologue et posez cette question. Et je suis sûr qu'ils seront capables de vous aider et de vous guider mieux vers les étapes suivantes. Et en partant de cyste bosniaque, je parlais d'ailleurs avec un spécialiste
cette semaine passée et on regarde de faire on va peut-être faire un webinaire court sur les cystes bosniaques parce que je pense, comme tu l'as trouvé, qu'il y a une lacune, il y a un manque d'informations et donc ce serait peut-être bénéficiaire ou avantageux de faire ce webinaire et peut-être qu'on pourrait publier une ressource courte aussi. Qui serait disponible pour les patients et les patientes à partir de ça, de ce diagnostic assez isolé. Voilà, donc gardez à l'esprit, continuez à avoir les yeux ouverts pour que cela arrive très certainement en 2026, c'est dur à croire, mais 2026, on y est déjà. On sera heureux et impatient de faire quelque chose sur le sujet du cyste bosniaque. Kaden, merci énormément, merci beaucoup. Je vais juste rappeler à tout le monde que Kaden va mettre à jour tout ceci sur sa recherche qui est en cours. Et on a beaucoup de gratitude envers lui d'avoir créé cette ressource si excellente pour notre communauté de patients et de patientes et elle sera live, elle sera disponible en direct sur notre site internet cette semaine. Vous serez capable donc de vous connecter et de lire la ressource et ça va aussi être imprimé. Donc, si vous préférez avoir une copie imprimée, euh, cela sera disponible également très bientôt dès qu'on aura récupéré nos impressions. Merci énormément, Kaden, et félicitations. Merci. On s'attend à de grandes choses de toi maintenant. J'espère que tu le sais, hein. Ouais, j'ai la pression, j'ai la pression. Ok, merci de m'avoir en tout cas aujourd'hui. Bonne journée. Eh bien, j'espère que vous avez pu en tirer de bonnes informations, que cette session vous a aidé. Je sais que moi, oui, j'ai appris des choses. J'apprends toujours quelque chose à ces sessions, ça c'est sûr. Et j'apprends également des choses dans le chat par café, la conversation café. On a une petite discussion. On n'est pas une équipe médicale, mais il est toujours bien d'avoir une discussion et ensuite on peut prendre cette information et la rapporter à nos professionnels médicaux.